de l'Élysée qui est auditionné en ce moment par la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Patrick Stroda dément qu'Alexandre Benalla ait touché 10 000 € et ait bénéficié davantage, en l'occurrence, d'un logement de 200 mètres carrés. Quelle est votre réaction ? Écoutez, ce que nous a surtout expliqué M. Stroda, c'est que le président lui avait rappelé qu'il ne pouvait pas répondre à un certain nombre de questions, cela en dehors, y compris de tout cadre réglementaire en matière d'audition. Et il a bien insisté dès le départ pour dire qu'en fait, il assumerait ce qu'il a assumé, mais qu'il ne pourrait de toute évidence pas faire la lumière sur tous les éléments. Et donc, depuis, se déroule un peu ce qui s'apparente à un numéro de fusible. M. Stroda semble avoir assumer sa responsabilité à son niveau et sera l'élément qui est censé satisfaire tout le monde d'une manière ou d'une autre, ou en ayant une retraite anticipée, ou en remettant sa démission. Et la présidence semble croire que cela suffira à établir les responsabilités. Donc voilà, nous ce que l'on Vous pensez qu'il va porter le chapeau de toute cette affaire, Daniel Obono ? Vous pensez qu'il va porter le chapeau de toute cette affaire ? Écoutez, il l'a fait à demi-mot. C'est le seul jusqu'à présent, à la différence du ministre de l'Intérieur, qui assume effectivement la responsabilité des actes de M. Benalla en expliquant, il nous l'a expliqué, pourquoi il n'avait pas saisi la justice au titre de l'article 40. Il l'a fait très précisément en considérant que ce n'était pas les faits reprochés n'étaient pas suffisamment graves pour un article 40. Donc c'est le seul qui a admis cela, puisque les autres se renvoyaient la balle en considérant que ce n'était pas à eux de faire les choses. Il a également... Oui, bien évidemment, il semble que M. Stroda... À aucun moment, pardonnez-moi, il a dit également qu'à aucun moment il avait évoqué avec le chef de l'État la sanction infligée justement à Alexandre Benalla. Oui, écoutez, s'il le dit, puisque jusqu'à présent c'est le seul à assumer les choses, il a prêté serment, nous ne pouvons que le croire. Mais vous savez, au-delà de cette question de M. Benalla, ce que les faits a révélé, c'est un système plus global. Il n'a pas été tout seul à pouvoir se permettre ce qu'il s'est permis. Il y a aujourd'hui 4, 5, 6 personnes, certains qui relèvent du ministère de l'Intérieur, d'autres qui relèvent du cabinet présidentiel, qui ont permis à M. Benalla d'avoir cette impunité. Et puis, il y a toujours ce trouble qu'il n'a pas levé d'ailleurs sur la réalité des sanctions qui sont censées avoir été infligées à M. Benalla, qui montre véritablement que même en ayant pris cette mesure administrative, c'était, y compris étant donné la nature des faits, pas suffisant. Donc on voit bien qu'il y a là de sa part, et ça s'est quand même vu, un certain embarras. Il assume ses responsabilités à son niveau, mais il lui est difficile quand même de tout justifier. Édouard Philippe, en tout cas, a dit également que cette sanction de 15 jours de mise à pied était, en tout cas que ça posait question sur sa proportionnalité. Qu'avez-vous pensé justement de ce qu'a dit Édouard Philippe sur cette sanction? Donc il reconnaît qu'effectivement elle n'était peut-être pas proportionnelle à la faute, et il a dit également qu'il s'agissait tout cela d'une dérive individuelle. Oui, mais écoutez, le spectacle à lequel nous avons assisté, parce que c'était quand même un petit exercice de comédie, hein. C'était assez navrant, y compris venant de M. Édouard Philippe, qui nous habitue à montrer plus de respect du Parlement. Il semble prendre toute cette affaire de manière assez désinvolte, trop désinvolte, du fait qu'il n'a pas souhaité venir répondre aux demandes des parlementaires bien plus tôt. Il a préféré, en obéissant encore une fois à M. Macron, se rendre sur le Tour de France et considérer que la séance des questions au gouvernement, où la majorité a 10 fois plus de temps de parole que l'opposition, suffisait à venir dérouler les éléments de langage. On a entendu, en fait, il a habilement essayé d'enrober le rien de la parole présidentielle. En gros, il nous explique que ils ont réagi vite, ce qui n'est pas vrai, puisqu'il a fallu que l'opposition exige et argumente pendant des heures pour que la majorité accepte de mettre en place cette commission d'enquête. Et ensuite, il nous dit que c'est un acte individuel, ce qui n'est pas vrai, puisque M. Benalla a bénéficié de l'action d'autres membres de l'administration du ministère de l'Intérieur et du cabinet présidentiel. Donc ce sont les deux seuls éléments sur lesquels la majorité se retranche. Il a enrobé tout ça avec un petit peu de style, comme il lui est habituel, mais véritablement, c'est le
le vide. Et je pense que M. Philippe commet là une grave faute. Il est responsable de son action devant le Parlement avant d'être le ministre de M. Macron. Son propre ministre de l'Intérieur a avoué qu'il ne savait rien de ce qui se passait dans son administration. Et c'est à lui, donc, M. Philippe, de venir devant maintenant la commission pour expliquer ce qui se passe au ministère de l'Intérieur, puisque M. Collomb n'est pas en mesure de nous l'expliquer. Donc sa faute, Daniel Obono, ce que vous nous dites ce soir à Édouard Philippe, c'est justement de ne pas être auditionné par la commission d'enquête. Ce que vous souhaitez, c'est qu'il soit auditionné par la commission d'enquête, Édouard Philippe. Bien évidemment, nous l'avons proposé encore une fois depuis le début de cette crise. Les parlementaires de la France Insoumise, mais aussi des autres groupes de l'opposition, essaient de trouver une issue institutionnelle par le haut de l'affaire d'État dans laquelle la majorité nous a mise. Nous avons proposé différents outils. Il y a l'article 50-1 que M. Mélenchon de la France Insoumise, mais aussi M. Jacob ont mis en avant et qui permet au gouvernement d'organiser un débat sur un thème et de pouvoir avoir un échange avec les différents groupes. Jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas de réponse de M. Philippe. Donc voilà, constitutionnellement, rappelons-le, le Premier ministre est responsable devant le Parlement et depuis plusieurs jours, il les méprise. Et deuxièmement, effectivement, il y a la possibilité maintenant, puisqu'il y a une commission d'enquête, que M. Philippe, et nous l'avons demandé, qu'il soit auditionné. Et j'espère qu'il répondra, que d'abord, la présidente de la commission des lois, Mme Braun-Pivet, acceptera notre demande de soumettre à M. Philippe cette invitation et qu'il y répondra positivement. Parce qu'il est le seul maintenant que M. Collomb a décidé qu'il n'était responsable de rien, il est le seul à pouvoir assumer des responsabilités avec bien sûr M. Macron à qui nous demandons aussi de venir devant la commission. Vous demandez également à Emmanuel Macron de se présenter devant la commission. Alors là, pour l'instant, la présidente de la fameuse commission d'enquête a répondu par la négative. Oui, écoutez, on a aussi, d'une certaine manière, une caricature un peu du macronisme avec la manière très, très désinvolte, là encore, dont Mme Braun-Pivet gère tout cela. Nous apprenons au fil de l'eau quand et où vont avoir les auditions. Nous n'avons aucune réponse sur la liste des personnes que nous voulions auditionner, à part par voie de presse. Donc là encore, une méthode très macronienne. Bref, depuis le début, la majorité a choisi de faire de l'obstruction à l'enquête parlementaire en refusant d'abord de l'autoriser et puis en faisant tout pour faire dérailler le processus. Nous tenons à ce que les procédures constitutionnelles soient respectées. Le gouvernement est responsable, il doit venir parler, pas dans des questions au gouvernement, mais devant la commission et lors d'un débat devant l'Assemblée. Et puis, bien entendu, M. Macron, parce que toutes les Daniel routes mènent à Macron. Pardonnez-moi, je vous interromps parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. J'ai encore une question c'est lui qui devrait importante à vous poser. Le groupe LR dépose une motion de censure contre le gouvernement. Allez-vous voter cette motion de censure ? Mais nous allons voir les termes de cette motion de censure. Si elles permettent de se retrouver autour de l'objectif de respect des institutions, nous envisageons effectivement de la voter, mais il y a la possibilité que d'autres groupes le présentent. Nous sommes 17, nous n'avons pas la possibilité de la déposer, mais nous pensons que le gouvernement et M. Philippe doivent répondre à l'Assemblée. Il y va de la crédibilité de notre institution. Aujourd'hui, seul le Parlement permet de représenter un contre-pouvoir face à l'excès présidentialiste. Et donc, oui, nous utiliserons encore une fois tous les moyens qui sont à notre disposition pour que, à travers nous, ce soit le peuple qui soit respecté. Mais c'est pas un peu surprenant de vous voir, votre groupe, France Insoumise et celui de LR, main dans la main dans cette affaire ? Mais vous aurez remarqué, c'est surprenant certes, mais ça dit aussi une chose de l'ampleur de la crise. Vous aurez remarqué que ce sont tous les groupes d'opposition. Nous-mêmes, effectivement, qui sommes tout de même reconnus comme la principale force d'opposition, si ce n'est numériquement, au moins politiquement, également LR, mais également Nouvelle Gauche, également le groupe GDR, et même les groupes minoritaires de la majorité sont gênés aux entournures et ont porter un certain nombre de nos demandes. Donc je pense que ça devrait être plutôt l'indice de la gravité de la situation. Nous sommes mus non par des volontés partisanes, puisque vous voyez c'est transpartisan, mais par la volonté de faire respecter encore une fois les institutions au moment où le pouvoir du Parlement est menacé par la majorité et où nous avons montré dans la pratique pourquoi il y avait besoin d'avoir un Parlement fort pour justement contrebalancer les excès du présidentialisme. Alors vous parlez d'un Parlement fort, les discussions sur la réforme constitutionnelle sont reportées à la rentrée. Est-ce que vous le déplorez ?
Bien évidemment, nous le déplorons parce que nous étions engagés dans ce débat de manière constructive. Nous avions plus d'une centaine d'amendements. Mais d'une certaine manière, je crois que nous avons fait la démonstration en pratique et non pas juste en théorie du sens de nos institutions. La Constitution, comme je l'ai dit, organise les rapports, notamment entre les différents pouvoirs, entre l'exécutif, le judiciaire et le parlementaire. Et là, nous avons été confrontés à un test en grandeur réelle, d'une certaine manière. Nous avons vu que l'exécutif était incapable de répondre à la situation et c'est le Parlement qui s'est substitué, comme il est de son rôle, pour faire toute la lumière. Et donc nous voyons d'une certaine manière, nous avons montré par l'exemple pourquoi il était important de réformer notre Constitution dans le sens de plus de pouvoir au Parlement notamment. Nous avons aussi d'autres amendements et nous continuerons à les défendre. Donc nous ne sommes pas seulement dans la théorie et c'est là où la majorité a failli parce qu'elle se contente de grands discours et on voit bien que dans la pratique, elle ne s'applique pas à elle-même les règles qu'elle prétend faire respecter à d'autres. Et donc je pense que c'est une manière plutôt éclatante de faire vivre la Constitution, ce que nous avons fait. Et nous continuerons à le faire lorsque les débats reprendront, s'ils reprennent. S'ils reprennent. Merci beaucoup, Daniel Obono, d'avoir été avec nous ce soir, député de la France.